Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous abordons aujourd'hui les axes suivants. Le processus de paix au Proche-Orient. Quelles perspectives, les conflits dans la région et les acteurs impliqués dans les tentatives de paix, et quel consensus à propos de la création d'un État palestinien indépendant. Après des décennies de conflits, la situation au Moyen-Orient a pris une tournure dramatique suite à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Les événements récents soulignent les défis et obstacles qui jalonnent la quête de paix, de stabilité et de réconciliation dans la région. Naviguant à travers des paysages géopolitiques complexes, l'avenir dépend d'une interaction entre divers facteurs, ambitions et reproches historiques qui ont alimenté les tensions entre Israël et les Palestiniens. En effet, la situation actuelle et les perspectives résument la trajectoire incertaine des négociations de paix. Malgré l'urgence d'une solution viable, des obstacles considérables restent encore à surmonter. Les États-Unis et les acteurs régionaux ont joué un rôle décisif dans l'orientation du processus de paix, adoptant une approche multidimensionnelle qui combine engagement diplomatique et partenariat stratégique. L'administration Biden, en collaboration avec ses alliés au Moyen-Orient, tels que l'Égypte, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, supervise un plan global visant à revitaliser les pourparlers de paix et à résoudre les problèmes fondamentaux du conflit. Cette coalition s'efforce d'établir une feuille de route pour la paix, intégrant la création d'un État palestinien dans le cadre de négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza. L'initiative met en avant un effort concerté, non seulement pour répondre aux crises immédiates, mais également pour élaborer une solution à long terme englobant la sécurité, la gouvernance et la reconnaissance mutuelle. Cependant, le chemin vers un État palestinien indépendant reste complexe, avec des conflits et des perspectives divergentes. Bien que le principe d'une solution à deux États bénéficie d'un soutien international croissant, parvenir à un consensus sur les aspects pratiques demeure un défi. Le gouvernement israélien, en particulier celui du Premier ministre Benjamin Netanyahou, exprime des réserves profondes quant à la création d'un État palestinien, invoquant des préoccupations liées à la sécurité et à l'identité d'Israël. De plus, au sein des factions palestiniennes et dans le monde arabe, des divergences existent quant à la faisabilité et aux contours souhaités d'un futur État. À mesure que les négociations de paix progressent, la quête d'un consensus demeure cruciale. L'avènement d'un État palestinien indépendant représente un défi significatif, mais aussi une opportunité pour façonner l'avenir du Moyen-Orient. Cette démarche reflète l'engagement de la communauté internationale en faveur de la paix, de la justice et de la résolution d'un conflit qui dure depuis trop longtemps. Pour discuter de ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois invités distingués. Avec nous sur le plateau, William Lawrence, enseignant en sciences politiques et affaires internationales à la School of International Service de l'American University. Il possède une vaste expérience en tant que diplomate, analyste et directeur des programmes internationaux, ayant résidé et travaillé dans de nombreux pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et du Sahel. William Lawrence a partagé son expertise dans plusieurs universités aux États-Unis et au Maroc. Il est actuellement basé à Washington, D.C. Via Zoom, nous sommes également honorés d'accueillir deux invités de renom. Tout d'abord, Ori Nir, analyste du Moyen-Orient et expert en communication stratégique. Il suit de près le conflit israélo-palestinien, la politique israélienne et les relations américano-israéliennes. Ori occupe actuellement le poste de directeur des communications et de la sensibilisation du public au sein d'une organisation juive américaine influente qui milite pour la paix au Moyen-Orient. Il a précédemment été correspondant et chef du bureau de Washington pour Haaretz, le principal quotidien israélien. Parmi nous également, via Zoom, Saïd Erekat, journaliste palestinien et chef du bureau de Washington du journal Al-Quds, basé à Jérusalem.
Saïd Ariqat est aussi professeur adjoint à l'université américaine et il a occupé le poste de porte-parole de la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak de 2005 à 2010. Enfin avec nous sur le plateau, notre chroniqueur Chris LaPetina, fondateur de Focus Consulting et vétéran de la marine américaine. Je vous souhaite à tous la bienvenue, messieurs. Alors, je vais commencer avec vous, Chris LaPetina. Quelle est votre évaluation de la situation actuelle à Gaza? En fait, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son cabinet rejettent les dernières conditions du Hamas à propos du cessez-le-feu et les responsables américains et israéliens reconnaissent que le Hamas est affaibli, mais il est encore loin d'être éliminé à l'heure actuelle. Je vous remercie, Marc. En fait, notre discussion d'aujourd'hui est d'une importance capitale. Il y a tant à aborder. Votre introduction offre une perspective sur la manière dont le gouvernement américain envisage la situation, exprimant son désir d'aboutir à un règlement, cherchant au moins un cessez-le-feu pour faciliter l'échange des otages. Cela permettrait de prendre sérieusement en considération les développements futurs à Gaza et pour l'établissement d'un État palestinien indépendant. Il semble que le président Biden mobilise toutes ses ressources pour exercer une pression significative sur le gouvernement israélien, ainsi que sur nos alliés occidentaux et du Golfe, afin qu'ils élaborent un plan concret et parviennent à une résolution. Pour répondre à votre question initiale, la situation actuelle à Gaza est préoccupante. Cependant, pour ceux qui aspirent à la paix et croient à la possibilité d'un avenir meilleur, nous reconnaissons que surmonter ces épreuves est possible et que nous pouvons progresser vers la prochaine étape. Eh bien, Bill, du côté du Hamas, la demande est claire. Un cessez-le-feu complet, l'arrêt des opérations militaires israéliennes, l'assurance de secours et d'abri pour le peuple palestinien, des engagements pour la reconstruction et la levée du siège contre l'achèvement du processus d'échange de prisonniers. Certains avancent que le Hamas exige aussi le retrait complet de l'armée israélienne. La question de savoir s'il y a de la place pour un accord à ce stade dépend de la volonté des parties impliquées à négocier et à trouver des compromis. Écoutez, exprimer des conditions strictes telles que je ne négocierai que si peut souvent être contre-productif dans les négociations. Les succès dans les négociations partout dans le monde sont généralement le fruit d'une approche où toutes les options sont envisageables. Il est important d'accepter que tout est sur la table. La proposition formulée par les Qataris, les Américains et les Égyptiens pour un processus par étapes semble très judicieuse. Elle préconise de commencer par les points sur lesquels un accord peut être trouvé, puis de poursuivre les négociations pour affiner les détails des étapes ultérieures au fil des semaines et des mois. La possibilité d'une pause potentielle de 4 mois et demi a été évoquée lors de la publication de l'accord issu de la réunion de Paris. Bien que les deux parties ne soient pas entièrement satisfaites de l'état actuel des négociations, il est impératif de mettre en place un cessez-le-feu aussi rapidement que possible. Cependant, selon les informations que je reçois, les Américains semblent relativement optimistes quant au progrès des négociations au Caire. Une partie de ce progrès pourrait impliquer le retrait de certaines lignes rouges des deux côtés. Merci Bill. Tournons-nous vers Saïd. Netanyahou a rejeté les demandes du Hamas, affirmant que l'armée israélienne ciblera ses derniers bataillons à Rafah. Netanyahou estime que le fait de ne pas intervenir dans cette zone permettrait au Hamas de devenir plus fort. Il a déclaré, je le cite, « Ceux qui disent que nous ne devrions en aucun cas entrer dans Rafah disent en substance « Perdez la guerre et gardez le Hamas là-bas ». Saïd, que pensez-vous de ces propos? Merci, Marc. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de votre émission. Benjamin Netanyahou exprime des points de vue variés. Lorsqu'il a pris des mesures à Gaza, il a justifié ses actions en affirmant que ceux qui s'opposaient à l'attaque voulaient que son gouvernement reconnaisse une défaite face au Hamas. Cependant, ces précédentes tentatives n'ont pas abouti à la destruction du Hamas, comme observé à Gaza, à Shoujaïa, à Dir el-Balah et à Khan Younes.
Actuellement, il concentre ses actions sur Rafah, une zone initialement surpeuplée de réfugiés qui ont suivi les instructions israéliennes pour s'y rendre en toute sécurité. L'interprétation de Netanyahou diffère, affirmant que ces actions visent à détruire le Hamas. Mais certains observateurs estiment qu'il s'agit d'une tentative de nuire à la population palestinienne en général. Pendant les 4 mois de guerre à Gaza, près de 100 000 personnes ont été tuées, blessées ou portées disparues. Cela équivaut à environ 5% de la population. Merci Saïd. Alors avant de continuer notre discussion, je vous propose de suivre le reportage de notre correspondant Jehan Mansour à propos de la position de l'administration américaine concernant cette guerre à Gaza. بوصفه لردة فعل إسرائيل في قطاع غزة بأنها مفرطة سطر الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تحولا قطبيا في موقف الإدارة الأمريكية تجاه الحرب في غزة فمنذ 7 أكتوبر من السنة الماضية شهد الموقف الأمريكي تطورات عكست توازنا بين الدعم التقليدي لإسرائيل والضغوط المتزايدة للتخفيف من الآثار الإنسانية. Le président américain Joe Biden a notablement changé la position de l'administration américaine envers le conflit dans la bande de Gaza, en qualifiant la réaction israélienne d'exagérée. Cette déclaration marque un revirement par rapport à la position antérieure de soutien plus ferme à Israël. Depuis le 7 octobre de l'année dernière, l'approche américaine a évolué, passant de l'aide humanitaire à une prise de position plus critique. Après l'attaque du Hamas, la Maison-Blanche a commencé à exprimer des critiques légères envers les attaques israéliennes aléatoires contre des civils palestiniens et la destruction complexe des infrastructures dans la région. L'administration Biden a insisté sur le respect des lois des droits de l'homme et la protection des civils, tout en soulignant que l'arrêt des hostilités risquerait de renforcer les positions du Hamas. Cependant, malgré le soutien militaire continu des États-Unis à Israël, des signes de pression émergent du Parti démocrate et de plusieurs pays arabes pour un changement dans la gestion du conflit. En outre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré de nombreux dirigeants arabes lors de sa tournée au Moyen-Orient. Ces derniers ont exprimé leur refus de l'agression israélienne contre les civils à Gaza. D'ailleurs, les déclarations de l'administration Biden surviennent alors que des rapports indiquent la poursuite des livraisons d'armes et de munitions américaines à Israël. Des évolutions qui reflètent l'ampleur de l'embarras et des hésitations qui caractérisent la politique étrangère américaine face à la guerre à Gaza, qui n'est pas entièrement d'accord avec Benjamin Netanyahou et qui n'est pas non plus en mesure d'atténuer le mécontentement de ses alliés dans la région, qui voient qu'il n'y a pas d'alternative à la création d'un État palestinien indépendant pour résoudre le conflit et désamorcer la guerre dans la région. Jehan Mansour, La Maison-Blanche, Média TV, Washington. Merci Jehan. Je me tourne à présent vers Ori Nir. Ori, un sondage du Jewish People Policy Institute a posé la question suivante. Les Israéliens devraient-ils choisir de démanteler le Hamas ou de libérer les otages à Gaza? Et la majorité de la population israélienne a déclaré qu'elle était pour le démantèlement du Hamas en priorité. Alors cela pose une question. Cette préférence contredit-elle les manifestations pour la libération préalable des otages à Gaza? Yes, Mark, I saw that poll, and I also saw other polls with other results. It is clear
Bien sûr, Marc, j'ai pris connaissance de ce sondage ainsi que d'autres enquêtes présentant des résultats divergents. Il est évident que l'opinion publique israélienne est fragmentée, touchant à divers sujets. Cependant, sur cette question en particulier, une division significative persiste, découlant des différentes perspectives du monde. Au début du conflit, il y avait un consensus et un soutien généralisé en faveur de la guerre. Cependant, avec le temps, il est devenu évident que les deux objectifs principaux de la guerre, à savoir la libération des otages et la destruction du Hamas, étaient incompatibles, voire antithétiques. Il est devenu clair que la prolongation du conflit n'était pas souhaitée pour des raisons politiques ou juridiques personnelles. Par conséquent, la vision concernant l'objectif de la guerre s'est superposée à la divergence entre les libéraux et les conservateurs, ainsi qu'entre ceux qui soutiennent la position du déclenchement de la guerre. En réalité, de nombreux Israéliens, peut-être même la majorité, accordent la priorité à la destruction du Hamas plutôt qu'à la libération des otages, s'alignant sur cette vision de victoire totale évoquée par Benjamin Netanyahou. Destroying Hamas, leading to this total victory that Netanyahu is talking about over releasing the hostages. Merci Ori. William, en supposant qu'Israël accepte de mettre fin à ses opérations militaires, il serait paradoxal d'entamer des négociations avec le Hamas, une organisation qu'elle cherche à éliminer. Par ailleurs, se pose la question de l'autorité palestinienne légitime pour négocier avec Israël. Cette situation peut effectivement prêter à confusion. So on the first question, it almost makes no sense, particularly the sequencing. I'm going to eliminate you first, and then I'm going to negotiate the hostages out from you. And it's tied around this other false narrative from the beginning. Écoutez, dans votre première question, la séquence semble contradictoire. L'idée d'éliminer d'abord le Hamas, puis de négocier la libération des otages semble incohérente. De plus, il est soulevé le point d'un récit initial israélien suggérant la possibilité de libérer les otages par la force, malgré les résultats qui montrent des pertes humaines significatives, entre 30 et 50 otages tués lors des bombardements. La phase 3 du plan de Paris, centrée sur l'échange de cadavres, soulève des interrogations quant à son importance, notamment si seulement 5 personnes devraient être échangées. Concernant ce qui est autorisé à être négocié, cela soulève une préoccupation majeure dans le discours israélien. L'aspiration à éliminer le Hamas est complexe car cette organisation est présente dans diverses régions, en Cisjordanie, au Liban, au Qatar, ce qui suggère une portée mondiale. Certains estiment que le Hamas, en tant qu'idéologie, ne peut être jamais éliminé. Et bien que cette affirmation puisse susciter des débats, le soutien au Hamas semble persister, notamment en Cisjordanie, en raison des prisonniers libérés lors de précédents cessez-le-feu et échanges d'otages, impliquant principalement des résidents de Cisjordanie et d'Al-Quds. Cela contribue à maintenir la popularité du Hamas dans ces régions. Il s'agit d'une situation très complexe. Nous sommes allés dans les rues de Washington, D.C. pour recueillir les opinions de quelques-uns de nos concitoyens sur les perspectives de paix au Moyen-Orient. Je vous propose de les écouter. Actuellement, notre préoccupation majeure est de soutenir toute initiative arabe, islamique ou européenne visant à intervenir à Gaza en faveur du peuple palestinien. Je suis d'avis que la paix devrait être la priorité primordiale pour toutes les nations. Nous devons apporter notre soutien à la promotion de la paix à l'échelle mondiale. La paix est essentielle pour le bien-être mondial. Ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question d'humanité. Je ressens une véritable déception envers toute situation qui compromet la paix. Absolument, je suis en faveur de la paix et l'établissement d'une paix durable entre la Palestine et Israël. Bonjour, je m'appelle Elisa et je soutiens la paix. Bonjour, je m'appelle Léa et je soutiens la paix. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je soutiens la paix. Bonjour, je m'appelle Genesis et je soutiens la paix au sein de toutes les nations. Nous soutenons la paix partout dans le monde. Je pense que les États-Unis devraient simplement permettre au Moyen-Orient de vivre d'une manière ordinaire, comme nous le faisons. Je souhaite qu'ils puissent enfin jouir de leur propre paix, vivre en famille et ressentir la chaleur de leur foyer, laissant-les tranquilles, ne les réduisant pas à des statistiques. Ce n'est pas simplement une question financière, mais une question de vie.
qui les touche profondément. S'il vous plaît, arrêtons ça. Je suis convaincu que la paix découle de la justice. Il est essentiel que les individus soient traités équitablement avec humanité. Sans cela, la justice et la paix demeureront inaccessibles pour tous. Chris Lapetina, en Israël, la confiance dans la capacité à remporter la guerre a connu une diminution au cours des derniers mois. Elle était d'environ 74%, elle est maintenant descendue à environ 54%. Alors comment interprétez-vous cette baisse de confiance chez les Israéliens, surtout si on considère le soutien initial en faveur du démantèlement du Hamas? Bon, comme nous venons de discuter et comme Bill l'a récemment évoqué, je m'interroge sur la signification de remporter la guerre. Selon Netanyahou, cela pourrait impliquer la destruction ou la suppression de l'idée d'un État palestinien coexistant avec Israël, une perspective que beaucoup considèrent comme irréaliste sur la scène internationale. Après le choc du 7 octobre, le public israélien commence à se questionner sur la prochaine étape. Bien entendu, nous sommes préoccupés par les pertes humaines, une véritable tragédie. Cependant, de nombreux soldats israéliens ont également perdu la vie après le 7 octobre et dans un pays de petite taille comme Israël. Cela suscite des interrogations quant à la stratégie globale du conflit. Une partie de cette incertitude peut être attribuée au leadership de Netanyahou ou à son absence de leadership. Initialement, il a critiqué le Hamas en le présentant comme représentant l'ensemble des Palestiniens, insinuant que tous les Palestiniens ne cherchaient pas la paix avec Israël. Cette approche se retourne maintenant contre lui car il lui est difficile de parler de la prochaine étape sans paraître hypocrite ou mal comprendre la situation, mettant ainsi Israël dans une situation délicate. Merci Chris. Tournons-nous vers Saïd. Selon le Wall Street Journal, Israël envisage de mettre en place 15 camps pouvant accueillir près de 25 000 tentes dans le sud-ouest de Gaza dans le but de prévenir une incursion brutale. Comment les États-Unis et la communauté internationale réagiraient-ils si c'était effectivement le cas? Eh bien, Marc, il conviendrait de percevoir cette initiative comme une entreprise majeure de nettoyage ethnique, visant une population présente dans leur pays depuis des siècles. Le gouvernement américain a expressément mis en garde Netanyahou et le gouvernement israélien contre une offensive à Rafah, soulignant les préjudices supplémentaires infligés aux Palestiniens déjà déplacés, ayant subi la destruction de leur foyer. Le véritable objectif de Netanyahou et de son gouvernement semble être la désintégration et l'épuration ethnique des Palestiniens de leurs maisons, villes et villages englobant l'ensemble de Gaza. Il est envisagé de les confiner potentiellement dans des camps de concentration essentiellement situés dans le sud de la bande de Gaza, voire au-delà du nord, peut-être au-dessus de la ligne médiane, afin de créer une zone tampon ou de rétablir une présence coloniale israélienne dans la région. Une telle entreprise de nettoyage ethnique à grande échelle, en plus des destructions et des pertes en vies humaines, principalement parmi les femmes et les enfants palestiniens, ne devrait pas être tolérée par la communauté internationale. Oui, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a exhorté les Nations unies à suspendre les livraisons d'armes à Israël. Cette requête intervient suite aux déclarations du président Joe Biden remettant en question la proportionnalité des actions militaires israéliennes. Alors, comment analysez-vous ces visions actuellement exprimées en Occident? The assertive remarks by President Biden, I think, reflect his frustration. Les déclarations du président Biden semblent refléter sa frustration. Cette frustration découle, à mon avis, du comportement sournois et peu fiable de Netanyahou, déjà observé par le passé. Le président Biden semble également percevoir le gouvernement israélien comme ingrat face aux sacrifices personnels qu'il a consentis, ainsi que le gouvernement américain en général pour soutenir Israël. Sa frustration
s'accentue également en raison de l'impression que le gouvernement israélien, voire le peuple israélien, ne semble pas suffisamment préoccupé par les conséquences humanitaires de la guerre sur la population de Gaza. Pire encore, il semble y avoir une volonté de certains d'escalader davantage le conflit. L'administration Biden ressent également de la frustration quant à son incapacité à obtenir un succès diplomatique de la crise actuelle. Il est également noté que des résistances se manifestent lors des discussions sur l'après-guerre et cela semble lié aux considérations personnelles, politiques et juridiques de Netanyahou. Il existe une résistance à discuter sérieusement des perspectives post-conflit potentiellement influencées par des facteurs liés à son avenir politique et juridique personnel. Je viens de voir une caricature récente qui illustre symboliquement Netanyahou s'accrochant aux aiguilles de l'horloge chaque heure mentionnant le 7 octobre, suggérant ainsi ses efforts pour préserver ce moment qu'il estime être à son avantage personnel. So Netanyahu is trying to hold on to the moment of October 7th because frankly he feels that it is in his personal advantage. Merci, Ori. Nous allons maintenant faire une courte pause avant d'examiner les positions des pays de la région. En fait, toute la difficulté pour la communauté internationale est de trouver une solution pacifique et équitable à ce problème qui perdure depuis trop longtemps. Alors, restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Alors que les opérations militaires persistent et que les crises humanitaires s'aggravent, d'importants efforts sont déployés pour élaborer un plan visant à mettre fin au conflit et à assurer la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza. L'administration Biden, en collaboration avec ses alliés au Moyen-Orient, travaille activement à finaliser une proposition de paix globale et détaillée. L'objectif est d'établir une paix à long terme entre Israël et les Palestiniens, avec l'annonce prévue d'une proposition d'un État palestinien indépendant dans les semaines à venir. Dans cette deuxième partie, nous examinerons la viabilité et la réalité des solutions envisagées. Normalement, les tables de négociation servent de terrain aux parties unies par des objectifs communs de résolution. Cependant, le défi actuel est immense, car il s'agit de réunir deux parties déterminées à s'éliminer mutuellement. Alors explorons plus en détail cette question complexe, en commençant par notre invité William Lawrence. Nous avons donc discuté la difficulté pour Israël de négocier avec le Hamas, qui est une organisation qu'elle cherche à détruire. Selon vous, quelle serait la prochaine étape des négociations ? En ce qui concerne la conclusion de la guerre et toutes les modalités associées à son achèvement, il est impératif d'inclure le Hamas dans le processus. Même en envisageant l'hypothèse où tous les dirigeants du Hamas seraient éliminés, une négociation avec des représentants armés resterait inévitable. Tenant compte des expériences passées telles que la débatification en Irak et la loi de lustration en Libye, il est crucial d'éviter une destitution totale du gouvernement sans remplacement adéquat. Compte tenu de la fragilité du Fatah et de l'OLP qui semblent se limiter au paiement des salaires à Gaza, la création d'une administration technocratique liée au Hamas pourrait être envisagée après le départ de la direction actuelle, en incluant des professionnels ayant dirigé les hôpitaux et les services publics dans le futur État palestinien. Saïd, à l'approche des élections générales américaines, l'attention de l'opinion publique risque d'être détournée. Dans ce contexte, serait-il possible que le climat politique interne aux États-Unis compromette les perspectives de paix à court terme ? Bon, Marc, je considère que la dynamique actuelle est un peu singulière. Généralement, les citoyens américains expriment leurs choix électoraux en fonction de considérations économiques, comme l'adage le suggère. Toutefois, cette fois-ci, l'administration actuelle a accumulé des échecs majeurs sur le front de la politique étrangère, que ce soit en Afghanistan, en Ukraine ou à présent à Gaza.
La responsabilité de la situation à Gaza incombe effectivement au gouvernement des États-Unis et à l'administration Biden, qui confère à Israël son pouvoir, lui fournissant des armes et lui accordant le feu vert. Il est à noter que les États-Unis ont jusqu'à présent bloqué toute initiative de la communauté mondiale visant à imposer un cessez-le-feu. Une démarche qui serait légitime. Cependant, je peux affirmer avec assurance que les sondages successifs dépeignent un sentiment de dégoût parmi les Américains face à cette guerre, à ces assauts et à ce génocide qui se perpétue à Gaza. Une large majorité des démocrates aspirent ardemment à la fin de ce conflit. Les électeurs de moins de 30 ans, une tranche démographique particulière, expriment avec véhémence leur mécontentement envers cette administration. Ils ont manifesté leur désapprobation de manière manifeste, perturbant les rassemblements et les événements promotionnels organisés par Biden. Actuellement, une part substantielle de la population américaine considère la situation à Gaza comme cruciale. Pour que Biden puisse véritablement mener à bien sa campagne électorale, il est impératif de mettre un terme à cette guerre. Oh oui, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, émet une proposition post-conflit qui exclut le Hamas de la gouvernance. Cette initiative envisage la mise en place d'une force multinationale de reconstruction avec l'Égypte, assurant un rôle central en autorisant une pleine visibilité à l'armée israélienne pour superviser certains aspects de la situation à Gaza. La réalisation de cette stratégie en vue d'assurer la paix et la sécurité dans la région suscite des interrogations. De plus, il reste à déterminer si les Égyptiens seraient disposés à accepter ce rôle crucial. Il demeure incertain si les Égyptiens seraient enclins à accepter une telle responsabilité. Il semble que l'Égypte serait disposée à jouer un rôle de médiateur ou de modérateur, une fonction qu'elle a assumée par le passé. Cependant, pour des raisons compréhensibles, l'Égypte demeure extrêmement prudente quant à toute implication apparente dans l'absorption des Palestiniens de la bande de Gaza. Le scénario envisagé, bien que logique et compréhensible, serait ardu à mettre en œuvre. Il est essentiel d'incorporer une composante palestinienne significative impliquant l'autorité palestinienne, l'OLP ou des technocrates de la communauté palestinienne dans l'avenir de Gaza. Gérer la bande de Gaza uniquement par le biais de forces ou d'organisations internationales se révélerait insuffisant. Par conséquent, une présence palestinienne substantielle est impérative. L'administration Biden a déjà soulevé ce point auprès du gouvernement israélien et l'évolution de la situation demeure à observer. William Netanyahu a rejeté la participation de l'autorité palestinienne, tandis que Gallant propose un plan de gouvernance palestinienne plutôt vague. Cela laisse entendre qu'Israël pourrait ne pas avoir de plan clairement défini pour l'avenir. Y a-t-il un manque de consensus en Israël? Et cela entrave-t-il la progression des discussions? Assurément, il est à noter que l'une des composantes du plan de Gallant consistait à déléguer le contrôle à des groupes locaux en Palestine, alimentant ainsi la division, la fragmentation au sein de la bande de Gaza et contribuant à la division des populations palestiniennes restantes. Ainsi, il apparaît non seulement qu'Israël souffre d'un manque de vision cohérente actuellement, mais cette lacune existait également avant le 7 octobre. La situation s'est aggravée après l'attaque du 7 octobre. Une réorganisation complète de la politique palestinienne s'avère donc nécessaire. En outre, il serait judicieux de considérer une restructuration de la politique israélienne, étant donné l'impopularité croissante de Netanyahou et la possibilité imminente de son départ. Il se pourrait que Benny Gantz et Yair Lapid soient appelés à former un gouvernement du centre, excluant peut-être les voix de droite. Dans un tel scénario, la perspective d'un accord de paix ou d'une administration palestinienne viable pourrait être compromise. Saïd, les négociateurs aspirent à une libération des otages avant le début du Ramadan, prévu le 10 mars. Cependant, le retrait de la délégation israélienne des négociations suscite d'importantes préoccupations. Cette décision pourrait-elle compromettre le délai nécessaire pour parvenir à un compromis? Indubitablement, le retrait de la principale délégation israélienne de ces négociations démontre clairement que Netanyahou ne semble pas être enclin à une résolution négociée.
Comme nous l'avons observé en novembre lors de la dernière semaine de ce mois, des négociations fructueuses ont abouti à la libération d'environ 120 otages en échange de la libération de plusieurs détenus palestiniens des prisons israéliennes. Une réussite malheureusement éclipsée par la violation subséquente du cessez-le-feu par le gouvernement israélien de l'époque. Actuellement, avec Netanyahou adoptant une approche similaire à chaque jour qui s'écoule, complique davantage la situation pour les otages, cherchant à retrouver leur famille. William, dans ces circonstances particulièrement délicates, les autorités américaines et arabes aspirent à négocier un cessez-le-feu d'environ 6 semaines. L'objectif est de pouvoir entamer l'élaboration d'un plan de paix et d'envisager la formation potentielle d'une coalition intérimaire pour la gouvernance palestinienne. Une telle chronologie et une telle approche sont-elles réalisables ? Effectivement, bien que peu probable, cela reste une possibilité. Il est essentiel que les États-Unis fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter cette démarche. Cependant, un aspect crucial est de communiquer aux Israéliens qu'on comprend leur réticence envers un État palestinien indépendant, mais on les encourage à envisager une voie claire et irréversible vers la création d'un tel État. En utilisant le terme saoudien, cela pourrait contribuer à normaliser les relations avec l'Arabie saoudite, incitant potentiellement d'autres pays à majorité musulmane à suivre cet exemple. En ce qui concerne le réalisme du calendrier, il est à noter qu'avec le gouvernement israélien actuel, presque rien n'est envisageable, quelle que soit la durée. Ainsi, ce dont nous parlons ici dépasse la simple réorganisation des politiques palestiniennes et israéliennes. Comme l'a souligné un haut responsable américain, cela nécessite un effort de la part de l'administration Biden pour communiquer directement avec la population israélienne compte tenu de sa popularité et pour présenter un plan qui invite à une réflexion au-delà des lignes du gouvernement actuel dans le but de promouvoir une paix à long terme. Le Washington Post a récemment publié un article d'analyse sous le titre « Les États-Unis et plusieurs pays arabes se pressent de mettre au point un plan détaillé et global pour une paix à long terme entre Israël et les Palestiniens, comprenant un calendrier pour la création d'un État palestinien. » Je vous propose d'en écouter les détails. تحت عنوان الولايات المتحدة ودول عربية تخطط لما بعد الحرب في غزة وتسلسل زمني لدولة فلسطينية نشرت صحيفة الواشنطن بوست تحليلا إخباريا شارك في إعداده ثلاثة. Les États-Unis et plusieurs pays arabes se pressent de mettre au point un plan détaillé et global pour une paix à long terme entre Israël et les Palestiniens, comprenant un calendrier ferme pour la création d'un État palestinien. Ceci était le titre d'un article analytique du Washington Post, préparé avec la participation de 3 activistes pour la liberté. Cet article expose que l'administration Biden, en collaboration avec quelques pays arabes, concocte un plan global et détaillé pour une paix à long terme entre Palestiniens et Israéliens, envisageant également l'établissement d'un État palestinien. L'annonce de ce plan pourrait intervenir dans les prochaines semaines selon l'analyse. La proposition suggère une prolongation du cessez-le-feu sur une période de 6 semaines, offrant ainsi le temps nécessaire pour l'annonce, la mise en œuvre et les premières mesures en vue de former un gouvernement palestinien provisoire. Les partis travaillant sur ce projet espèrent qu'un accord pourra être trouvé pour libérer les otages avant le début du mois de Ramadan. Concernant les chances de succès du nouveau plan de paix, les écrivains indiquent que cela dépend de la mesure dans laquelle le gouvernement israélien accepte les points clés, à savoir le retrait potentiel de nombreuses colonies, en particulier du front occidental, la reconnaissance d'Al-Quds Est comme capitale de l'État palestinien, la reconstruction de la bande de Gaza et la normalisation des relations avec l'Arabie saoudite et d'autres nations arabes. Le plan implique également la participation prévue de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne pour reconnaître le plus tôt possible un État palestinien indépendant en vue de résoudre le conflit israélo-palestinien et garantir la sécurité d'Israël tout en favorisant sa coexistence avec les pays de la région. L'analyse souligne les doutes quant à l'intégrité des États-Unis dans la résolution du conflit, surtout en cette année électorale où la guerre d'Israël à Gaza et l'ambiance politique américaine jouent un rôle majeur.
دفع البعض إلى التشكيك في مدى التزام الولايات المتحدة بذلك الحل، خاصة في سنة انتخابية أصبحت فيها حرب إسرائيل في غزة والمساندة الأمريكية لها قضايا سياسية رئيسية. Ori, le Washington Post a mis en lumière les initiatives entreprises par des nations telles que l'Égypte, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en collaboration avec les représentants palestiniens et avec les États-Unis pour élaborer un plan de paix destiné à résoudre ce conflit israélo-palestinien. Alors peut-on imaginer que ce plan progresse sans l'approbation des Israéliens ? Il est manifeste qu'à l'heure actuelle, le gouvernement Netanyahou, influent au sein de la société israélienne, rejette catégoriquement la perspective d'un État palestinien dans un futur proche, tant du point de vue du gouvernement israélien que de l'opinion publique israélienne. Cette position est claire. Cependant, ce que je perçois comme l'objectif de l'administration en collaboration avec d'autres alliés et les partenaires internationaux des États-Unis est d'exercer une pression sur le gouvernement Netanyahou. Cette pression pourrait le contraindre soit à accepter des négociations avec les Palestiniens, même si leur aboutissement demeure incertain, mais au moins enclencherait un processus diplomatique qui n'a pas été initié depuis de nombreuses années. Ou mieux encore, cette pression vise peut-être à provoquer la chute du gouvernement actuel, ouvrant la voie à un gouvernement israélien plus modéré et davantage enclin à envisager un futur État palestinien. Saïd, plusieurs nations européennes appellent à la reconnaissance d'un État palestinien indépendant et le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, David Cameron, soutient ouvertement cette reconnaissance. Alors quel est l'impact d'un tel plaidoyer sur l'évolution de la position européenne et comment évaluez-vous ce changement en tenant compte des divergences de perspectives actuelles ? C'est une question très pertinente. Au cours des 3 dernières décennies, depuis les accords d'Oslo en 1993, il a été convenu par les Palestiniens, les Israéliens et la communauté internationale qu'un État palestinien indépendant devrait être établi dans les territoires occupés en 1967. Cependant, au lieu de cela, nous avons assisté à une expansion continue des colonies israéliennes et à une augmentation du nombre de colons, atteignant actuellement environ 800 000. Malheureusement, malgré les discours sur l'engagement en faveur d'une solution à 2 États, avec un État palestinien indépendant, il n'y a eu aucun effort concret de la part des gouvernements occidentaux, y compris les États-Unis, pour réaliser cette vision. William, face à des dirigeants européens favorables à un État palestinien et à des dirigeants israéliens qui s'y opposent catégoriquement, quelle est la probabilité que les efforts internationaux réussissent à établir une solution à 2 États, compte tenu de ces divergences ? Écoutez, ils devront simplement exercer une pression beaucoup plus intense. Permettez-moi de souligner que, bien que je ne sois pas en désaccord avec les propos tenus par les 2 intervenants précédents, la situation actuelle présente des caractéristiques distinctives. Les États-Unis ont imposé des sanctions sans précédent contre les colons et le fossé entre Netanyahou et Biden est aussi grand que celui que je n'ai jamais observé entre les chefs d'État des 2 pays au cours de ma vie. Ainsi, quelque chose de significatif est en train de se dérouler, même si nous ne disposons pas encore de résultats tangibles, comme l'a souligné Saad. En ce qui concerne la direction future des événements, bien que je ne soutienne jamais Netanyahou, il est important d'analyser ses propos. Il refuse catégoriquement les diktats étrangers pour un État palestinien et insiste sur le fait qu'aucun accord avec les Palestiniens ne doit être imposé. En analysant ces paroles, il semble suggérer qu'Israël pourrait éventuellement accepter un nouveau statut négocié pour les Palestiniens, éventuellement sous la forme d'un État, tant que cela ne lui est pas dicté. Il est connu que Netanyahou a soutenu un État palestinien en 2008 et il est capable de changer de position. Ainsi, selon moi, la seule voie possible vers une solution viable serait que Lapid et Gantz
ou toute autre combinaison parvient à réorganiser le gouvernement israélien si Netanyahou rejoint un gouvernement centriste et que des éléments tels que Smotrich et Ben-Gvir se retirent, un gouvernement israélien centriste pourrait conclure un accord sur la voie vers un État palestinien. Merci Bill. Passons maintenant à l'Arabie saoudite. Le ministre des Affaires étrangères saoudien a posé une condition explicite à la normalisation des relations avec Israël. Il a déclaré que sans une voie claire vers un État palestinien indépendant, l'Arabie saoudite ne formaliserait ni ne normaliserait ses relations avec Israël et ne contribuerait pas non plus à la reconstruction de Gaza. Ori, pourriez-vous nous dire si cette position saoudienne pourrait exercer une pression suffisante pour pousser Israël à approuver la possibilité d'une solution à deux États? My sense is that in the near future, again, other than a Netanyahu government, the answer is probably no. Mon sentiment est que dans un avenir proche, encore une fois, hormis le gouvernement Netanyahou, la réponse est probablement non. Le plus loin que ce gouvernement serait prêt à aller, c'est de s'engager dans des négociations, puis soit commencer ou non les négociations, mais prendre un tel engagement. Au-delà de cela, je ne vois pas comment ce gouvernement accepterait même le principe d'un futur État palestinien. Je pense donc que même si pour les Israéliens, le prix de futures relations diplomatiques et d'une normalisation avec l'Arabie saoudite est quelque chose de très attrayant, cela ne l'est pas assez actuellement, du moins dans un avenir proche, pour que les Israéliens choisissent cela au prix de la création d'un État palestinien. Les Israéliens ne sont pas ouverts à cela pour le moment. Saïd, tandis que les discussions sur l'établissement d'une solution à deux États sont largement répandues, les aspects liés à la sécurité et à la viabilité d'un potentiel État palestinien restent relativement peu explorés jusqu'à présent. Alors pensez-vous qu'atteindre un État palestinien indépendant et durable nécessite l'unification des factions palestiniennes et l'établissement de partenariats de dialogue éloignés des idéologies telles que celles du Hamas, du djihad islamique ou du Hezbollah? Assurément, la question posée revêt une importance capitale. Je concède, ou du moins ma perspective s'aligne sur l'idée que les Palestiniens devraient s'unir. En toutes circonstances, cela est impératif. Ils doivent se saisir de leur quête commune visant à atteindre leurs objectifs nationaux, tels que la libération nationale, l'acquisition de leurs droits et la préservation de leurs terres. Il s'agit donc d'une nécessité incontournable. Toutes les factions doivent se rassembler et parvenir à un consensus sur un ordre du jour commun. La plupart des factions palestiniennes sont affiliées à l'Organisation de libération de la Palestine, qui a reconnu Israël et accepté la création d'un État palestinien en 1993. Récemment, des représentants du Hamas ont exprimé leur soutien à l'idée d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Ainsi, ils ne s'opposent pas catégoriquement à cette perspective. Au contraire, ils la considèrent favorablement. À l'heure actuelle, la priorité absolue est de mettre fin aux hostilités. Je suis d'avis que l'instauration d'un cessez-le-feu, l'autorisation de l'aide humanitaire et le rétablissement des Palestiniens dans leur vie d'avant représente le premier pas vers la réconciliation et la création d'un climat propice à l'examen des avantages de la paix par toutes les parties concernées. Le Maroc a traditionnellement occupé une position centrale en facilitant des rencontres cruciales telles que celle entre Sadat et Begin conduisant aux accords de Camp David, puis entre Arafat et Begin avant l'accord Gaza-Jéricho. Néanmoins, le panorama actuel contraste nettement avec ses positions antérieures. Alors je vous propose de suivre le récit suivant de notre équipe de production, ce qui nous permettra d'examiner de plus près la situation actuelle. Alors que les opérations militaires se poursuivent dans la bande de Gaza, la scène politique est dominée par des divergences de points de vue et par la question de savoir si un retour à la table des négociations est possible à la lumière de la situation actuelle. Les observateurs estiment qu'un tel retour dépend de la disponibilité d'une volonté politique et d'un médiateur honnête, capable de réduire les divergences et de rapprocher les positions. Le Royaume du Maroc est considéré comme le fief historique des sommets arabes les plus importants liés au conflit arabo-palestinien et la porte d'entrée vers une paix juste entre Israël et ses voisins arabes.
La capitale du royaume abrite également le siège de l'agence Beit Al-Quds Sharif. Sa Majesté le roi Mohammed VI assume la présidence du Conseil d'Al-Quds tout en maintenant la position ferme du Maroc sur le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Al-Quds Est pour capitale. Nous réitérons la position inébranlable du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, afférant à l'établissement d'un État indépendant ayant Al-Quds oriental comme capitale et apportant une fine sécurité et stabilité au peuple de la région. Le Royaume du Maroc demeure fermement attaché au dialogue et à la paix en tant que moyen exclusif de mettre fin aux souffrances des civils, tout en œuvrant à la stabilisation de la région et à la sécurité de ses peuples. La reconnaissance des positions croissantes du Maroc sous le leadership de Sa Majesté et de son peuple s'illustre par le soutien affiché à la Palestine. Cependant, il est crucial de distinguer entre cette démarche du Royaume en faveur de la paix et les slogans de quelques pays exploités à des fins politiques. Cette distinction vise à préparer la population à des changements importants tout en encourageant les Palestiniens à adopter des positions alignées sur leurs intérêts et conformes aux exigences de leur projet. Il s'agit d'une position durable et résolue en faveur de la Palestine et de la légitimité palestinienne dans l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale. Étant donné que les clés de la solution dans la région résident dans la sagesse, la crédibilité et une vision globale, le rôle du Royaume du Maroc prévalera lorsque la sincérité et le désir de paix se manifesteront. Chris, dans la recherche de la paix, tant les Palestiniens que les Israéliens ont proposé une confédération de la Terre Sainte qui offrirait aux citoyens la possibilité de résider en tant que résidents permanents au-delà des frontières, s'inspirant du modèle de l'Union européenne. Est-ce une approche réalisable? Bon, nous avons entendu de nombreux intervenants dans cette émission évoquer les problèmes actuels. Et bien sûr, ces problèmes existent toujours. Cependant, l'idée fondamentale est que nous devons envisager une vision où les Palestiniens peuvent coexister avec l'État d'Israël. Il est essentiel de noter que le Maroc a contribué à favoriser la reconnaissance presque universelle, notamment dans les États du Golfe, du droit d'Israël à exister. L'idée obsolète de l'anéantissement d'Israël du fleuve à la mer doit être abandonnée car il ne contribue pas au processus de paix. Il est temps de dépasser ces différends et de continuer à œuvrer en faveur d'une idée constructive, en s'appuyant sur l'histoire qui montre que des solutions peuvent être trouvées avec un engagement suffisant. Merci infiniment, Chris. Alors que nous louvoyons à travers les dialogues, les engagements diplomatiques et les diverses propositions de paix, la réalité pour des millions de personnes sur le terrain, israéliens et palestiniens, se traduit par une expérience de peur, de douleur et de mort. Le coût humain de ces conflits dépasse les mots et impacte profondément les populations civiles prises entre deux feux. Leurs vies sont bouleversées par des décisions motivées par l'animosité et la vengeance. L'attaque du 7 octobre, perpétrée par le Hamas, ainsi que les réponses d'Israël ont soulevé des interrogations sur les résultats, hormis davantage de dévastation et de souffrance. Au cœur de ce tumulte, l'aspiration collective à la paix, à un avenir meilleur, demeure extraordinairement puissante. Nous en arrivons malheureusement déjà au terme de cette discussion. Je tiens à remercier William Lawrence, Saïd Erekat et Ori Nir. Merci également à notre chroniqueur Chris Lapetina et à notre correspondante Jeanne Mansour. Un grand merci à notre réalisateur Mohamed Saïd El-Wafi. Et merci à vous tous pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. In this region.